Garçon, l'addition s'il vous plaît. Merci monsieur. Oula, elle est salée, hein. C'est pour ça que ça s'appelle La Douloureuse. Justement, ça tombe bien, Augustin de Romanet a écrit un ouvrage qui s'appelle Non aux 30 douloureuses. On va voir comment en sortir. La Douloureuse, c'est le nom que l'on donne à l'addition et celle-ci risque d'être salée. On va en parler aujourd'hui avec Augustin de Romanet, l'auteur de Non aux 30 douloureuses, son ouvrage paru aux éditions Plomb. Augustin de Romanet, bonjour. Bonjour Thomas Blas. Ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations. J'imagine que ça vous a donné un peu de temps pour écrire ou c'était encore, vous étiez en fonction quand vous avez rédigé ça? Oui, j'ai commencé ça à la mi-2009 et à vrai dire ça a demandé pas mal de souffrance. Oui, parce que j'imagine que dans un emploi du temps de patron de la Caisse des dépôts, on a du mal à trouver le temps de remplir cet ouvrage. Pourtant, c'est un ouvrage qui vient de loin, hein. J'ai envie de raconter cette anecdote. On s'était croisés, ça devait être en 2009, et je vous demandais quel était votre sentiment sur la crise. Vous m'aviez dit, est-ce que vous voulez mon sentiment profond? Vous m'aviez dit, je pense qu'il y en a pour une génération. Alors que moi, j'attendais une réponse de quelques mois, quelques années peut-être. C'est ça le constat, on est parti pour 30 ans? Je ne le souhaite pas. La seule chose qui m'a paru absolument capitale, c'est de passer le message de la conviction que j'avais que dans la mesure où les crises sont inhérentes au capitalisme, Raymond Aron a très bien montré que le capitalisme ne s'autodétruit jamais, il renaît de ses cendres, mais il y a des crises. Dans le passé, elles faisaient des guerres, aujourd'hui, elles font des chômeurs. Et donc, dès lors que je pressentais venir la crise, et je pressentais notamment venir la crise des dettes souveraines, puisque j'ai commencé ce livre à peu près au même moment où je faisais vendre à mes collaborateurs de la Caisse des dépôts toute la dette grecque que nous pouvions vendre début 2009. Et nous avons ainsi été délestés de 2 milliards d'euros, un peu 6 mois avant tout le monde. Donc je me suis dit, il faut que je n'ai pas le droit d'attendre ma retraite pour expliquer ma conviction du moment où nous sommes, et je pourrais développer si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez la conviction que l'histoire dépend parfois d'un seul homme? Ça, c'est aussi quelque chose qui est ancré en vous. Oui, en tout cas, j'ai la conviction que chacun d'entre nous, nous sommes co-responsables, et que chacun d'entre nous, je crois que dans une vie humaine, un responsable d'entreprise, un père de famille, une mère de famille, fait 3 ou 4 choses bien dans sa vie. Pas plus. Si déjà on arrive à la fin de sa vie à se dire qu'on en a fait 3 ou 4 bien, il faut s'y préparer. Et je cite notamment dans l'ouvrage la décision de Robert Schuman du 9 mai 1950, qui m'a beaucoup intéressé, parce que pendant longtemps j'ai pris Robert Schuman pour un homme politique un peu mièvre, vous savez, ces démocrates chrétiens un peu cucul à praline. Puis j'ai découvert sa vie, j'ai découvert qu'au fond cette décision de 1950, elle est née en 1912. Quand il a décidé de s'installer comme avocat à Metz, qui était occupé par les Allemands, et que pendant toute sa vie, il a médité sur la relation franco-allemande. Ce qui fait que le 9 mai 1950, il a pu traduire un acte absolument extraordinaire qui a consisté à attraper le plan Monet. Monet lui a présenté un plan d'union du charbon et de l'acier en Europe. Et il s'y était préparé donc toutes ces années. Et grâce à sa longue préparation intellectuelle, aux convictions qu'il s'était forgées, il a pu sauter immédiatement sur l'idée en prenant de court le Quai d'Orsay, en prenant de court le gouvernement, etc., etc. À quoi vous vous préparez, vous, Augustin de Romanet, alors? Écoutez, pour l'instant, j'essaye de contribuer à la place qui est la mienne, à la prise de conscience du fait qu'il va falloir que les pouvoirs publics changent de rôle. C'est la thèse de ce livre. Oui, la thèse de livre, c'est de dire qu'au grosso modo, durant les 30 glorieuses, c'est-à-dire les années 45 à 75, les hommes politiques ont été des répartiteurs de croissance. La croissance était de l'ordre de 5% par an. Il n'y avait pas grand-chose à faire, elle était là, il y avait du vent. Quand vous voyez la croissance, malheureusement, c'est un escalier qui descend dramatiquement. Dans les années 50, on était à 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Les 30 glorieuses, les 30 piteuses ensuite. Et les 30 douloureuses que je crains. Alors les 30 glorieuses, les hommes politiques étaient des répartiteurs de croissance. Les 30 piteuses, de 1975 à 2005, les hommes politiques ont été des créateurs de dettes qui permettaient de maintenir le niveau de vie. Sous une tente à oxygène. Exactement. Et ce qui est apparent aujourd'hui, ce qui est réel, c'est qu'avec ce mur de la dette, dont tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il doit être franchi, il n'est plus possible de faire autre chose que de répartir les efforts. Donc si vous voulez, c'est tout à fait autre chose d'être un répartiteur de prospérité qu'un répartiteur d'efforts. Et pourtant, chacun reconnaît que ces efforts doivent être consentis. Et moi, ce qui me paraît important, c'est de dire que sans un partage des connaissances, sans une répartition relativement équilibrée des efforts, sans une vision de long terme, ces efforts ne seront pas soutenables par la population.
Donc ce que je défends, c'est une vision de long terme. D'accord, on va revenir sur cette vision de long terme, mais qui va payer cette note, cette douloureuse, cette addition au final? Est-ce qu'elle sera payée? Alors, dans l'ouvrage, je cite l'exemple de l'Assemblée de copropriété. Nous sommes, habitants de la France, les copropriétaires de la Maison France. Donc pendant les 30 Glorieuses, on a construit la maison et construit l'ascenseur. Pendant les 30 Piteuses, on a arrêté de ravaler l'immeuble et arrêté d'entretenir l'ascenseur et on a licencié la gardienne. Et aujourd'hui, on paye les traites de la gardienne précédente et on ne peut plus réparer l'ascenseur. Donc c'est les copropriétaires de la Maison France. Et ce qui me paraît important, c'est que chacun d'entre nous soit conscient du fait que tout le monde dit qu'il n'y a qu'à réduire les dépenses publiques. Bien sûr, il faut réduire les dépenses publiques, c'est capital. Mais il faut aussi avoir en tête que la réduction des dépenses publiques, c'est la réduction des revenus de chacun d'entre nous. Puisque souvent, ce sont des transferts sociaux, donc des revenus des classes les moins favorisées. Et même quand vous supprimez les crédits des intermittents du spectacle, à supposer que ce soit une mesure, ou des crédits d'aide au spectacle vivant, vous supprimez en réalité les crédits de votre petit-neveu ou de votre petit-fils, qui est en ce moment au Festival d'Avignon, financé sur crédit public. Donc en réalité, la baisse des dépenses publiques, c'est la baisse des revenus des gens. La hausse des impôts, c'est la baisse du revenu disponible des gens. Et donc, il est absolument nécessaire de pouvoir expliquer et aux uns et aux autres que pour les dépenses publiques, c'est indispensable. Pour les impôts, tout autant, même si ça doit être temporaire, qu'il faut baisser le niveau de vie de l'État. Et tout cela, il faut le faire dans un climat où tout le monde pense que c'est tout voisin de faire l'effort. Il n'y a pas d'échappatoire en fait à ça. On ne peut pas juste se dire, bon, si la BCE imprimait des billets de Monopoly, si on ne remboursait pas nos dettes, comme on voit la tentation dans certains pays, hein, je pense à la Grèce notamment, ça ne vous semble pas des scénarios possibles? L'achèvement d'une théorie du Monopoly dans laquelle la BCE émettrait des billets ad libitum, ça serait l'inflation. Et l'inflation, chacun sait que ça ruine les personnes les plus modestes. Et en plus, les Allemands ne le supporteront pas. Donc je crois que la solution, elle réside bien sûr dans une meilleure coordination de l'Europe, une souveraineté budgétaire partagée qui permette une mutualisation des dettes. Une des choses que je dis dans les livres, c'est qu'aujourd'hui, l'euro, c'est Gulliver empêtré. On a d'un côté les États-Unis qui monétisent leurs dettes à tour de bras et les Chinois qui régulent leur taux de change. Et nous qui ne faisons rien de tout cela. Donc, il est impératif que l'euro, de jouer avec les mêmes armes. De pouvoir jouer, sinon tout à fait avec les mêmes armes, parce qu'on rentrerait dans une course qui serait une course nuisible à la fin, parce que je ne crois pas qu'il faut que nous monétisions notre dette comme les États-Unis. Néanmoins, il faut trouver le juste milieu. Et j'ajoute aussi, j'explique dans le livre, combien aujourd'hui nous payons les effets de la non-convertibilité du dollar de 1971, qui est une date historique, qui est la date où l'homme a réussi à séparer le lien entre le métal et la monnaie. Et cet acte prométhéen a conduit à une inflation de liquidités. Bretton Woods. Exactement. Alors vous tracez des perspectives en effet à long terme, retrouver une vision de long terme, mieux gérer les ressources humaines, remettre la finance au service de l'économie et apprivoiser la mondialisation. Tout ça, c'est du long terme d'une part, et puis ça coûte de l'argent. Or les caisses sont vides. Comment est-ce qu'on gère justement un peu cette contradiction? Alors, en réalité, rien ne coûte de l'argent dans ce qui est proposé dans l'ouvrage. Premièrement, retrouver un État stratège, ça ne coûte absolument rien du tout. C'est toujours compliqué de restructurer. C'est comme quand on restructure une entreprise, c'est jamais complètement neutre pour les finances. Il faut accompagner les départs, éventuellement former les... Non. À la fin de l'histoire, Thomas, la vraie chose qui est compliquée, c'est que je vous explique que désormais vous n'irez plus aux Maldives, mais à Sifour-les-Plages, et qu'en ce qui me concerne, je n'irai plus en Patagonie, où je ne suis d'ailleurs jamais allé, mais j'irai plutôt dans le Périgord. La vérité, c'est que ce qui est dur, c'est d'admettre que notre niveau de vie collectif va être raboté. Ça va changer à ce point. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne fait pas rêver les gens avec un niveau de vie raboté. Il faut donner une perspective. Cette période doit être temporaire. C'est la période dite du deleveraging, du désendettement. Et pendant cette période de désendettement et de réduction du format de l'État, il faut dire à nos compatriotes, regardez l'histoire. Les crises de ce type, il y en a eu des dizaines et des dizaines dans l'histoire. La crise, elle est simplement le moment où il faut payer les erreurs que nous avons faites dans le passé. Il faut qualifier ces erreurs. Et nous avons deux solutions pour passer la crise. Soit la solution de la débandade, du village gaulois qui se chamaille, ou de la guerre. Nous n'en voulons pas. Souvent, ça se terminait comme ça dans le passé, dans la violence. Oui. Et ce que je cite à un moment dans l'ouvrage, c'est que songez, Thomas, que nous sommes en paix depuis 67 ans. Et nos compatriotes les plus jeunes n'imaginent pas.
que c'est la période la plus longue de paix que la France ait connue depuis Louis XV. Je songe aussi à ceux qui ont 30 ans, 40 ans, qui sont nés avec ces 30 piteuses, c'est-à-dire 30 ans auparavant, et qui ont entendu ce discours politique permanent de « il faut faire des efforts, ça ira mieux demain », sans jamais toucher de récompense, ou du moins sans jamais toucher d'état de grâce, comme peuvent le vivre peut-être un peu les Allemands en ce moment. Comment est-ce qu'on redonne espoir, comment est-ce qu'on redonne une perspective à 30 ans à ceux qui ont déjà vécu 30 ans piteux? Par un discours de vérité, Thomas, vous verrez dans le chapitre 8 de l'ouvrage, j'évoque le mensonge d'État, notamment lorsque le ministère des Finances en 1986 mentait sur les rémunérations des hauts fonctionnaires. Avait une politique salariale déraisonnable où Bercy refusait de rémunérer correctement le directeur de la sécurité sociale, le directeur des collectivités locales ou toute personne qui n'était pas dans le sanctuaire, ce qui était à l'époque Rivoli. Donc, en réalité, nous nous sommes bercés d'illusions et nous avons vécu un peu dans le mensonge. La conclusion du livre, c'est la confiance. Le développement économique, et ça Alain Perfit l'a parfaitement montré, que ce soit dans une entreprise, petite, grande ou dans un État, c'est la confiance. Qu'est-ce que c'est que la confiance? C'est la capacité de faire une hypothèse sur le comportement ultérieur d'autrui. Donc c'est à la fois une notion morale, faire une hypothèse crédible. Et comment on la crée alors cette confiance? Comment on la crée? C'est quoi votre recette, la recette de Romanet? Pour Pierre Rosanvallon, il y a deux dimensions à la confiance que je reprendrai à mon compte volontiers. C'est d'abord une dimension cognitive. Il faut mettre les choses sur la table. Quelle est la vraie situation des régimes de retraite? Quelle est la vraie situation de finances publiques? Est-il raisonnable l'équilibre en 2017 ou ne vaudrait-il pas mieux dire que c'est 2020 qui est crédible? Nos régimes de retraite, est-ce qu'il est raisonnable de considérer qu'il faut attendre pour Donc la vérité? La vérité et le sentiment de reconnaissance, c'est-à-dire que les efforts soient justement partagés. Il faut que chacun ait le sentiment que les efforts qui lui sont demandés ne sont pas exclusifs des efforts demandés à d'autres. Donc ça suppose évidemment un gros effort de pédagogie. C'est la raison pour laquelle, à la confiance, doit être associée la justice. L'effort juste, hein, c'est un peu la théorie de ce gouvernement. Finalement, vous êtes proche de cette recette. Ces mots, confiance, justice, ne sont évidemment pas des mots de gauche, ce ne sont évidemment pas des mots de droite, et je ne peux pas être malheureux que des pouvoirs publics reprennent ces mots, bien sûr. Bon. Bah écoutez, on verra donc si on sort plus vite que prévu de ces 30 douloureuses. Merci en tout cas de votre visite, Augustin. Merci beaucoup Thomas, j'étais ravi de vous rencontrer. À bientôt.